table, bien en vue. Jean-Claude se figea. Devant lui se tenait un jeune homme d'à peine 20 ans, vêtu d'un uniforme de sécurité mal ajusté. C'était le nouveau stagiaire, embauché pour une mission de sécurisation en entreprise. Il tenait une lampe de poche comme s'il s'agissait d'une arme de guerre. « C'est moi, Jean-Claude. Je travaille ici. »« C'est ce qu'ils disent tous, » répondit le stagiaire, le regard fiévreux. « Tu veux me chercher un petit ordinateur pour la maison? Une petite photocopieuse? » La situation était d'une absurdité totale. Jean-Claude, le loup de la vente, le pilier de l'entreprise, se retrouvait pris en otage par un gamin qui appliquait son manuel de formation à la lettre. C'était une démonstration parfaite de la bureaucratie française dans ce qu'elle a de plus ailé et de plus stupide. La procédure avant la logique. « J'ai mon badge, » dit Jean-Claude en soupirant. « Alors voici Sorsley. Gentlemen, doucement. » Jean-Claude sortit son badge. Le stagiaire l'examina avec la concentration d'un démineur. « Numéro du badge, je t'écoute. 2098. Prénom, Jean-Claude. Prénom de la mère. Prénom du père. Numéro de sécu. When? » L'interrogatoire se poursuivit, une litanie de questions bureaucratiques récitées avec une ferveur quasi religieuse. Le stagiaire, nerveux, avoua « C'est ma première nuit, c'est pour ça je suis un petit peu nerveux. » Le pouvoir avait changé de camp. Dans ce bureau vide, l'ancienneté et le statut ne valaient plus rien face à l'autorité, même la plus dérisoire, conférée par un uniforme et un règlement. Jean-Claude, l'homme qui voulait réécrire l'histoire pour sauver sa mère d'un rhume, était incapable de contrôler son propre présent face à un stagiaire surmotivé. Finalement, après une vérification interminable, le stagiaire le laissa partir, non sans un dernier conseil. « Bonne soirée, faites pas les cons. » En sortant dans la nuit parisienne, Jean-Claude sentit un frisson. Le débat sur la machine à remonter le temps lui revint en mémoire. Lui et Hervé voulaient maîtriser le temps, le plier à leur volonté. Mais ce soir, il avait été la preuve vivante que même le présent le plus immédiat était une chose chaotique, imprévisible, régie par des règles absurdes et des acteurs irrationnels. L'illusion du contrôle, que ce soit sur le passé ou sur le présent, venait de voler en éclats dans le hall d'un immeuble de bureaux désert. Chapitre 3. Le grand bureau et les petites guerres. Le milieu de la semaine fut marqué par une redistribution des cartes, ou plus précisément des mètres carrés. Le licenciement soudain de Michaud, un cadre discret du service marketing, pour incompatibilité d'humeur avec le personnel, un motif d'une lâcheté exquise, typique de la direction laissant un vide. Un vide que Jean-Claude Convenant s'empressa de combler. L'empire de Jean-Claude. Le bureau de Michaud était plus grand. Pas immense, mais suffisamment plus grand pour devenir un symbole de pouvoir. Dès que la nouvelle fut officielle, Jean-Claude y transféra ses affaires avec la solennité d'un empereur prenant possession d'une nouvelle province. Il passa la matinée à parader, les mains sur les hanches, admirant son nouveau domaine. « C'est carrément un bureau de ministre que j'ai, hein », claironna-t-il près de la machine à café. Cette affirmation déclencha une crise existentielle chez Hervé. Pour lui, un mot comme grand ne pouvait être utilisé à la légère. Il nécessitait une quantification précise, une mise en contexte, des données chiffrées. « C'est grand comment? » demanda-t-il, le sourcil froncé. « Bah, c'est grand quoi? C'est pas précis. Il y a grand et grand. Tu peux déambuler, courir un peu. Si t'étais un sportif, tu pourrais y faire un jogging. » La conversation devint surréaliste. Hervé, dans sa quête obsessionnelle de précision, poussa Jean-Claude dans ses retranchements. « Est-ce que tu pourrais garer ton camping-car dans le bureau? » Ça me donnerait une idée. « Ça risque de faire un peu juste, » admit Jean-Claude, décontenancé. « Alors, il n'est pas si grand, » triompha Hervé. « Si tu m'avais dit, j'ai un grand bureau, mais comparé à la surface globale de l'étage, il est tout petit, là ça aurait été précis. Là, j'aurais compris. »« Ah bon. » Hervé passa le reste de la journée à tenter de mesurer le bureau par des moyens détournés. On le vit essayer de compter les dalles de plafond depuis le couloir, puis tenter de télécharger les plans du cadastre sur une connexion Internet si lente que les images se chargeaient ligne par ligne, entrecoupées de publicités pour des sonneries de téléphone portable polyphoniques. Jean-Claude, de son côté, se laissait aller à ses fantasmes de grandeur. Il parlait d'installer un canapé, une terrasse et surtout un billard. L'idée du billard fit son chemin dans l'open space, se transformant en une rumeur tenace. « C'est vrai ce qu'on me dit à la cantine que tu vas mettre un billard? » lui demanda un collègue. « Peut être, répondit Jean-Claude d'un air mystérieux. La journée culmina lorsque, excédé par les questions, il lança à la cantonade. « Qui te parle de sortir? Je me fais livrer le billard dans le bureau passe.
On sera une trentaine. Mon grand bureau. Mon bon bureau. Et ma terrasse. Et mon balcon. Il était devenu le Louis XIV de l'étage, son bureau, un mini Versailles de moquettes et de cloisons amovibles. La cour de justice populaire. Pendant que Jean-Claude bâtissait son empire, une révolution grondait. Le catalyseur fut un incident d'une banalité affligeante. Maëva, épuisée par une nuit sans sommeil, refusa d'aller chercher un café pour Jean-Claude. « Faites-le vous-même », avait-elle lâché d'un ton sec. Cet acte de rébellion mineure fut immédiatement saisi par Carole et Jeanne, qui s'érigèrent en procureurs d'un tribunal populaire improvisé. La pause café se transforma en une parodie de procès pour harcèlement moral. « La manière qu'elle a de demander les cafés le matin », commença Carole d'un ton grave. « C'est dégueulasse », renchérit Jeanne. « C'est parce qu'elle est moins bien payée, parce qu'elle est moche. Maëva, c'est une sacrée bosseuse, elle n'a rien à se reprocher. » One, la situation était un exemple parfait de la façon dont les rumeurs et les stéréotypes peuvent déformer la réalité en entreprise. La véritable raison de la fatigue de Maëva fut complètement ignorée. À la place, on lui construisit un personnage de victime opprimée et à Jean-Claude un rôle de tyran. Si Maëva va au prud'homme, eh ben moi, je la soutiendrai, déclara Carole avec la ferveur d'une syndicaliste. Le CU fut évoqué comme l'arme ultime, l'instance qui viendrait rétablir la justice. La comédie atteignit son paroxysme lorsque Carole, pour étayer son accusation, se lança dans une reconstitution des faits, jouant elle-même le rôle de Maëva. Elle interpella un Hervé médusé. « Pourriez-vous aller me chercher un café, s'il vous plaît, Hervé? »« Oh, bien sûr, Jean-Claude, » répondit Hervé confus. « Hein? » Carole se tourna alors vers une audience imaginaire. « Je suis une bosseuse, je suis prête à tout, même à coucher si on me le demandait. Mais je suis pas payé pour ça. Jean-Claude a essayé d'abuser de vous, c'est ça? » Lança-t-elle à une Maëva imaginaire. La scène était un concentré de mauvaise foi, de projection et d'un désir de drame qui transcendait largement l'incident initial. C'était une satire de la psychologie de bureau où les petites frustrations quotidiennes sont parfois magnifiées et transformées en croisades morales, souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la justice. Le film d'entreprise, L'Art du faux. C'est dans cette atmosphère électrique que débarqua le réalisateur. Engagé par la direction pour tourner un film promotionnel intitulé « Mon entreprise ». C'est ma vie, c'était un homme à l'allure d'artiste, vêtu d'un foulard en soie et parlant un jargon marketing incompréhensible. « Je ne suis pas un simple filmeur, expliqua-t-il. Je travaille l'image. Je suis plutôt dans l'interactivité horizontale. » Il choisit Jean-Claude comme l'un de ses sujets principaux, voyant en lui l'incarnation du dynamisme commercial. Jean-Claude, flatté, se prêta au jeu avec un enthousiasme débordant. La caméra se mit à tourner, et Jean-Claude se transforma. Il devint une version idéalisée de lui-même, débitant des platitudes sur la satisfaction client et l'esprit d'équipe. Le réalisateur était ravi. D'un naturel. Quand vous engueulez la femme de ménage comme du poisson pourri parce qu'elle n'a pas vidé votre corbeille assez vite, c'est spontané, ça marche. Jean-Claude, grisé par l'attention, se laissa aller à quelques confidences, oubliant que la caméra tournait toujours. Il parla de ses collègues, de la direction, et, dans un moment d'égarement total, fit une blague douteuse sur une particularité anatomique le concernant. La bombe fut lâchée quelques jours plus tard, lors d'une conversation entre le réalisateur et Carole. Le détail que vous m'avez révélé sur Jean-Claude, c'est drôle. On le garde au montage, ça, c'est sûr. Carole, qui avait elle-même alimenté la rumeur, fit mine de s'étonner. Quel détail! Révéler un détail intime de son anatomie. C'est peu être un petit peu en dessous de la ceinture, mais j'assume, c'est naturel. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Jean-Claude, le commercial viril, le coach de football autoproclamé, avait, selon la rumeur désormais gravée sur bande vidéo, un seul testicule. La vengeance de l'open space fut terrible et silencieuse. Des regards en coin, des sourires étouffés. Un collègue lui tendit un café en demandant un sucre ou deux. On reste sur une pièce de main? Jean-Claude, ne comprenant pas la blague, sentit simplement l'atmosphère changer. Il était passé du statut de roi à celui de bouffon du roi, et il ne savait même pas pourquoi. Ce chapitre met en lumière le rôle central, mais souvent perverti, des institutions de l'entreprise. Le CE, conçu comme un organe de protection et de dialogue, devient une arme dans les conflits interpersonnels. Le budget culturel du CE, comme on le verra plus tard, peut être détourné pour satisfaire l'ego d'un manager.
Le film d'entreprise, outil de communication externe, devient